Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture du célèbre extrait de la République de Platon, le livre 7e plus exactement, qui correspond au fameux mythe de la caverne. Mais avant de commencer cette lecture, je voulais vous montrer deux ouvrages anciens de ma collection personnelle, des ouvrages en cuir, qui sont des codes que j'ai achetés du temps où j'étais avocat. Voici deux exemplaires. Ce sont des codes publiés lors de la monarchie constitutionnelle, donc celui-ci de 1817. Dans ce volume, vous avez 5 codes juridiques. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, on a de nombreux codes qui sont très volumineux, mais à l'époque, tout tenait dans un petit volume comme ça. Vous avez le code civil, le code de procédure civile, le code d'instruction criminelle, le code pénal et le code de commerce. Le code de commerce se repère ici avec ce liseré rouge. Tout tenait dans une poche. Il est en mouton, ce qu'on appelle la basane en reliure. Le deuxième, le voici, il est encore plus abîmé malheureusement. On voit que la peau est éraflée. On l'appelle ça épidermé. Celui-ci contient 6 codes. Et je vous montre le dos, qui est très joli, typique de cette époque. Voilà pour cette présentation. Commençons donc la lecture. Alors il s'agit d'un dialogue entre deux personnes. Maintenant, repris-je, pour avoir une idée de la conduite de l'homme par rapport à la science et à l'ignorance. Figure-toi la situation que je vais te décrire. Imagine un antre souterrain, très ouvert dans toute sa profondeur du côté de la lumière du jour. Et dans cet antre, des hommes retenus, depuis leur enfance, par des chaînes qui leur assujettissent tellement les jambes et le cou, qu'ils ne peuvent ni changer de place, ni tourner la tête, et ne voient que ce qu'ils ont en face. La lumière leur vient d'un feu allumé à une certaine distance en haut derrière eux. Entre ce feu et les captifs s'élève un chemin, le long duquel imagine un petit mur, semblable à ces cloisons que les charlatans mettent entre eux et les spectateurs, et au-dessus desquelles apparaissent les merveilles qu'ils montrent. Je vois cela. Figure-toi encore qu'ils passent le long de ce mur, des hommes portant des objets de toutes sortes qui paraissent ainsi au-dessus du mur, des figures d'hommes et d'animaux en bois ou en pierre, et de 1000 formes différentes. Et naturellement, parmi ceux qui passent, les uns se parlent entre eux, d'autres ne disent rien. Voilà un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Voilà pourtant ce que nous sommes. Et d'abord, crois-tu que dans cette situation, ils verront autre chose d'eux-mêmes et de ceux qui sont à leur côté que les ombres qui vont se retracer à la lueur du feu sur le côté de la caverne exposée à leur regard? Non, puisqu'ils sont forcément
forcés de rester toute leur vie la tête immobile. Et les objets qui passent derrière eux, de même aussi, n'en verront-ils pas seulement l'ombre? Sans contredit. Or, s'ils pouvaient converser ensemble, ne crois-tu pas qu'ils s'aviseraient de désigner comme les choses, même les ombres qu'ils voient passer? Nécessairement. Et si la prison avait un écho, toutes les fois qu'un des passants viendrait à parler, ne s'imaginerait-il pas entendre parler l'ombre même qui passe sous leurs yeux? Oui. Enfin, ces captifs n'attribueront absolument de réalité qu'aux ombres. Cela est inévitable. Supposons maintenant qu'on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur erreur. Vois ce qui en résulterait naturellement de la situation nouvelle où nous allons les placer. Qu'on détache un de ces captifs, qu'on le force sur le champ de se lever, de tourner la tête, de marcher et de regarder du côté de la lumière. Il ne pourra faire tout cela sans souffrir, et l'éblouissement l'empêchera de discerner les objets dont il voyait auparavant les ombres. Je te demande ce qu'il pourra dire si quelqu'un vient lui déclarer que jusqu'alors il n'a vu que des fantômes, qu'à présent plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste. Si enfin, lui montrant chaque objet à mesure qu'il passe, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera fort embarrassé, et que ce qu'il voyait auparavant lui paraîtrait plus vrai que ce qu'on lui montre? Sans doute. Et si on le contraint de regarder le feu, sa vue n'en sera-t-elle pas blessée? N'en détournera-t-il pas les regards pour les porter sur ces ombres qu'il considère sans effort? Ne jugera-t-il pas que ces ombres sont réellement plus visibles que les objets qu'on lui montre? Assurément. Si maintenant on l'arrache de sa caverne malgré lui, et qu'on le traîne par le sentier rude et escarpé jusqu'à la clarté du soleil, cette violence n'excitera-t-elle pas ses plaintes et sa colère? Et lorsqu'il sera parvenu au grand jour, accablé de sa splendeur, pourra-t-il distinguer aucun des objets que nous appelons des êtres réels? Il ne le pourra pas d'abord. Ce n'est que peu à peu que ses yeux pourront s'accoutumer à cette région supérieure. Ce qu'il discernera plus facilement, ce sera d'abord les ombres, puis les images des hommes et des autres objets qui se peignent sur la surface des eaux. Ensuite, les objets eux-mêmes. De là, il portera ses regards vers le ciel, dont il soutiendra plus facilement la vue, quand il contemplera pendant la nuit la lune et les étoiles, qu'il ne pourrait le faire pendant que le soleil éclaire l'horizon. Je le crois. À la fin, il pourra, je pense, non seulement voir le soleil dans les eaux et partout où son image se réfléchit, mais le contempler en lui-même à sa véritable place. Certainement. Après cela, se mettant à raisonner, il en viendra à conclure que c'est le soleil qui fait des saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui est en quelque sorte le principe de tout ce que nos gens voyaient là-bas dans la caverne. Il est évident que c'est par tous ces degrés qu'il arrivera à cette conclusion. Se rappelant alors sa première demeure et ce que l'on y appelait sagesse et ses compagnons de captivité, ne se trouvera-t-il pas heureux de son changement et ne plaindra-t-il pas les autres? Tout à fait. Et s'il y avait là-bas des honneurs, des éloges, des récompenses publiques établies entre eux pour celui qui observe le mieux les ombres à leur passage,
Penses-tu que l'homme dont nous parlons fut encore bien jaloux de ces distinctions, et qu'il porta envie à ceux qui sont les plus honorés et les plus puissants dans ce souterrain? Ou bien ne sera-t-il pas comme le héros d'Homère, et ne préféra-t-il pas 1000 fois n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur, et s'offrir tout au monde plutôt que de revenir à sa première illusion et de vivre comme il vivait? Je ne doute pas qu'il ne soit disposé à tout souffrir plutôt que de vivre de la sorte. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et qu'il aille s'asseoir à son ancienne place. Dans ce passage subite du grand jour à l'obscurité, ses yeux ne seront-ils pas comme aveuglés? Oui, vraiment. Et si tandis que sa vue est encore confuse, et avant que ses yeux se soient remis et accoutumés à l'obscurité, ce qui demande un temps assez long, il lui faut donner son avis sur ces ombres et entrer en dispute à ce sujet avec ses compagnons qui n'ont pas quitté leur chaîne. N'apprêteraient-ils pas à rire à ses dépens? Ne diront-ils pas que pour être monté là-haut, il a perdu la vue? Que ce n'est pas la peine d'essayer de sortir du lieu où ils sont, et que si quelqu'un s'avise de vouloir les en tirer et les conduire en haut, il faut le saisir et le tuer, s'il est possible. Cela est fort probable. Voilà précisément, cher Glaucon, l'image de notre condition. L'antre souterrain, c'est ce monde visible. Le feu qui l'éclaire, c'est la lumière du soleil. Ce captif qui monte à la région supérieure et la contemple, c'est l'âme qui s'élève dans l'espace intelligible. Voilà du moins quelle est ma pensée, puisque tu veux la savoir. Dieu sait si elle est vraie. Quant à moi, la chose me paraît telle que je vais dire. Aux dernières limites du monde intellectuel, c'est l'idée du bien qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure quelle est la cause de tout ce qu'il y a de beau et de bon. Que dans le monde visible, elle produit la lumière et l'astre de qui elle vient directement. Que dans le monde invisible, c'est elle qui produit directement la vérité et l'intelligence. Il faut enfin avoir les yeux sur cette idée pour se conduire avec sagesse dans la vie privée ou publique. J'entre dans cette manière de voir autant qu'il m'appartient. Conçois donc aussi et cesse de t'étonner que ceux qui sont parvenus à cette hauteur dédaignent de prendre en main les affaires humaines et que leurs âmes aspirent sans cesse à se fixer dans la région supérieure. Cela est bien naturel, s'il y a analogie entre ce dont nous parlons et l'image que nous avons tracée plus haut. Oui, rien de plus naturel. Qu'y a-t-il d'étonnant, dis-moi, qu'un homme, passant des contemplations divines aux misérables objets qui occupent les hommes, ait mauvaise grâce et paraisse ridicule, lorsque dans le premier trouble, et avant d'être familiarisé avec les ténèbres qui l'environnent, il est forcé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de s'escrimer contre la manière dont ces images sont prises par des hommes qui n'ont jamais vu la justice elle-même. Il est impossible de s'en étonner. Un homme sensé fera réflexion que la vue peut être troublée de deux manières et par deux causes opposées, par le passage de la lumière à l'obscurité ou par celui de l'obscurité à la lumière. Et comme il en est de même de la vue de l'âme, lorsqu'il verra une âme troublée et embarrassée pour discerner certains objets, il n'ira pas en rire sans raison. Il examinera si c'est que revenant d'un état plus lumineux, elle se trouve comme offusquée faute d'habitude, ou si passant des ténèbres de l'ignorance à la lumière,
elle est éblouie de son trop vif éclat. Dans le premier cas, il la félicitera de l'embarras qu'elle éprouve et de ce commerce divin. Dans le second, il la plaindra. Ou bien, s'il veut rire à ses dépens, ses railleries seront moins ridicules que si elle s'adressait à l'âme qui redescend du séjour de la lumière. On ne peut parler plus raisonnablement. Or, si tout cela est vrai, il faut en conclure que la science ne s'apprend pas de la manière dont certaines gens le prétendent. Ils se vantent de pouvoir la faire entrer dans l'âme où elle n'est point, à peu près comme elle en donnerait la vue à des yeux aveugles. Tel est leur langage. Ce que nous avons dit suppose au contraire que chacun possède la faculté d'apprendre, un organe de la science, et que, semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner des ténèbres vers la lumière qu'avec le corps tout entier, l'organe de l'intelligence doit se tourner avec l'âme tout entière, de la vue de ce qui naît vers la contemplation de ce qui est et de ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être. Et cela, nous l'avons appelé le bien, n'est-ce pas? Oui. Tout l'art consiste donc à chercher la manière la plus aisée et la plus avantageuse dont l'âme puisse exécuter l'évolution qu'elle doit faire. Il ne s'agit pas de lui donner la faculté de voir, elle l'a déjà. Mais son organe n'est pas dans la bonne direction, il ne regarde point où il faudrait. C'est ce qu'il s'agit de corriger. En effet, il en est à peu près des autres vertus de l'âme comme celles du corps. L'âme ne les recevant pas de la nature, on les y introduit plus tard par l'éducation et l'exercice. Mais la science semble appartenir à quelque chose de plus divin, qui ne perd jamais de sa force et qui, selon la direction qu'on lui donne, devient utile ou inutile, avantageux ou nuisible. N'as-tu point encore remarqué jusqu'où va la sagacité de ces hommes à qui on donne le nom d'habiles malhonnêtes gens? Avec quelle pénétration leur misérable petite âme démêle tout ce qui les intéresse. Leur âme n'a pas une mauvaise vue, mais comme elle est forcée de servir d'instrument à leur malice, ils sont d'autant plus malfaisants qu'ils sont plus subtils et plus clairvoyants. Il n'est que trop vrai. Si tel enfant sans couper ses penchants, né avec l'être mortel, qui, comme autant de poids de plomb, entraîne l'âme vers les plaisirs sensuels et grossiers, et abaisse ses regards vers les choses inférieures. Si le principe meilleur dont je viens de parler, dégagé et affranchi, était dirigé vers la vérité, ces hommes l'apercevraient avec la même sagacité qu'ils aperçoivent les choses sur lesquelles se porte maintenant leur attention. Il y a apparence. N'est-ce pas une conséquence vraisemblable, nécessaire même, de tout ce que nous avons dit, que le gouvernement des États, s'il ne convient guère à des hommes sans éducation et étrangers à la connaissance de la vérité, ne va pas mieux aux habitudes de ceux auxquels on laisse passer toute leur vie dans l'étude? Les uns parce qu'ils n'ont dans toute leur conduite aucun buste fixe auquel ils rapportent ce qu'ils font dans la carrière de la vie publique ou privée. Les autres parce qu'ils ne consentiront jamais à se charger du fardeau des affaires, eux qui dès leur vivant se croient déjà dans les îles fortunées. Tu as raison. C'est donc à nous, fondateurs de l'État, d'obliger les hommes d'élite de se tourner vers cette science que nous avons reconnue tout à l'heure comme la plus sublime de toutes, de montrer le chemin que nous avons dit vers la région supérieure pour y contempler le bien en lui-même. Mais lorsque, parvenus à cette élévation, ils auront contemplé le bien pendant le temps convenable, gardons-nous de leur permettre ce que l'on permet
progresser dans cette région supérieure et de ne plus vouloir redescendre auprès des malheureux captifs, ni prendre part à leurs travaux, à leurs honneurs même, quel que soit le cas qu'on doive en faire. Et quoi, dit Glaucon, serons-nous si injustes envers eux, lorsqu'une vie meilleure leur est offerte, les condamnons-nous à une vie moins heureuse? Tu oublies encore une fois, mon cher ami, que le législateur doit se proposer, non pas le bonheur d'un ordre particulier de citoyens à l'exclusion des autres, mais le bonheur de tous, en les unissant entre eux par la persuasion et l'autorité, en les amenant à se faire part les uns aux autres des avantages que chacun peut apporter à la société commune. Et que s'ils s'appliquent à former dans l'État de pareils citoyens, ce n'est pas pour les laisser libres de faire de leurs facultés tel emploi qu'ils voudront, mais pour les faire concourir à fortifier le lien de l'État. Tu dis vrai, je l'avais oublié. Au reste, mon cher Glaucon, fais attention que nous ne serons pas coupables d'injustice envers les philosophes qui se formeront chez nous. Et qu'en les obligeant à se charger de la conduite et de la garde de leurs concitoyens, nous aurons de bonnes raisons à leur donner. Dans les autres États, leur dirons-nous, les hommes comme vous sont plus excusables de se dispenser des travaux de la vie publique, car ils se sont formés eux-mêmes, malgré le gouvernement. Or, quand on ne doit qu'à soi seul sa naissance et son accroissement, il est juste qu'on ne soit tenu à la reconnaissance envers personne. Mais vous, nous vous avons formé dans l'intérêt de l'État comme dans le vôtre, pour être ce que sont dans les ruches les mères abeilles et les reines. Dans ce dessein, nous vous avons donné une éducation plus parfaite, qui vous rendit plus capable que tous les autres hommes d'allier étude de la sagesse au maniement des affaires. Consentez donc à descendre chacun autant qu'il est nécessaire dans la demeure commune. Accoutumez vos yeux aux ténèbres qui y règnent. Lorsque vous vous serez familiarisé avec elles, vous y verrez 1000 fois mieux que les habitants de ce séjour. Vous discernerez beaucoup mieux les fantômes du beau, du juste et du bien, parce que vous avez vu ailleurs le beau, le juste et le bien lui-même. Ainsi, pour vous comme pour nous, le gouvernement sera une affaire sérieuse et de gens éveillés, et non pas un rêve, comme dans la plupart des autres États, où les chefs se battent pour des ombres vaines et se disputent avec acharnement l'autorité, comme si c'était un grand bien. Voici là-dessus quelle est la vérité. Le bon gouvernement et la concorde se rencontrent nécessairement dans l'État, où ceux qui doivent commander ne montrent aucun empressement dans leur élévation. Le contraire arrive dans les États dont les chefs sont ambitieux. Cela est vrai. Eh bien, crois-tu que nos élèves résisteront à la force de ces raisons? Refuseront-ils de prendre part tour à tour aux affaires publiques, pour aller ensuite passer ensemble la plus grande partie de leur vie dans la région de la pure lumière? Il est impossible qu'ils le refusent, car ils sont justes, et nos demandes le sont aussi. Mais alors chacun d'eux ne prendra le pouvoir que pour acquitter une dette, tout au contraire de ce que se fait actuellement dans les autres États. Il en est ainsi, mon cher ami, partout où tu trouveras que la condition des hommes destinés au pouvoir est préférable pour eux au pouvoir lui-même, il sera possible d'établir un bon gouvernement. Car dans cet état seul commanderont ceux que rendent vraiment riches, non pas l'or, mais la sagesse et la vertu, les seules richesses de l'homme heureux. Mais partout où l'on voit courir aux affaires publiques des mendiants, des gens affamés de biens, qui n'en ont aucun, et qui s'imaginent que c'est là qu'ils doivent en aller prendre, il n'y a pas de bon gouvernement possible. Le pouvoir devient une proie qu'on se dispute.
Et cette guerre domestique et intestine finit par perdre, et les hommes qui se disputent le gouvernement de l'État, et l'État lui-même. Rien de plus vrai. Ainsi s'achève cette lecture pleine de sagesse. J'espère qu'elle vous a donné à réfléchir. Pensez à liker mes vidéos, les partager autour de vous, activer les notifications et me laisser des commentaires et des messages afin de m'encourager à continuer. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez également me suivre sur mon blog à l'adresse carolinelegale-raconte-asmr.net.